Eh bien, vous nous avez laissé une opportunité de réfléchir, de penser, de rêver au fait qu'on peut contribuer à un autre monde. Qu'est-ce que c'est vivifiant? Et en même temps, je ne vous cache pas que l'accouchement a été un peu compliqué. Du coup, on a été interpellé, là, il y a eu un atelier au cours des 2 jours sur le fait que la self, c'est aussi ce qu'on en fait. Et du coup, il ne faut pas hésiter à l'interpeller et surtout à la faire vivre. Voilà, ça partait d'un constat que souvent on a tendance à critiquer la self. Et là, du coup, aujourd'hui, on profite aussi de cet espace collectif pour se projeter dans le monde de demain et se dire comment, globalement, tous ensemble, on peut y contribuer. Alors, on vient de le voir tout à l'heure, on est dans un monde mouvant, un monde qui change, qui évolue. Nous, autour de notre sujet, santé, risque professionnel, on s'est pris ces questions-là, bien sûr, de contexte. Voilà, on voit soit le contexte réglementaire qui évolue et qui va avoir un impact sur nous, nos pratiques d'acteurs dans le champ de la prévention. On voit aussi les nouvelles formes d'emploi qui apparaissent, des nouvelles formes d'organisation, voilà, digitalisation, on a parlé de cobotique, la flexibilité, etc. Et du coup, ça va nous amener à repenser. On vient de le voir avec nos modèles, mais voilà, repenser notre façon d'agir, parce que dans tous les cas, le monde de demain, il évoluera, il sera ce qu'il est, avec ou sans nous. Donc c'est vrai qu'il faut à la fois qu'on y pense à ce monde, mais à la fois qu'on puisse trouver notre place pour le faire évoluer. Et en même temps, du coup, ça veut dire que ce monde-là, il nous impacte et il va nous faire évoluer nous aussi. Donc la question qu'on va essayer de traiter là ensemble, c'est de se dire finalement comment l'ergonomie, quelle est son utilité au niveau plus sociétal. Et on va aborder, voilà, après plusieurs niveaux de questions qui sont ressortis aussi des communications. C'est la place de l'objet travail dans le champ social, avec les différents niveaux, les différents étages. Mettre en œuvre des dynamiques pour nourrir l'étage du dessus. Alors on le voit, c'est que voilà, au micro on sait faire, on remonte aux déterminants de l'entreprise, puis après là on veut revenir à des déterminants plus politiques, plus sociétaux. Donc cette idée-là, elle est super bonne, mais encore faut-il pouvoir y aller. Donc ça veut dire que finalement il va falloir revisiter un petit peu nous, nos modèles, ce qu'on porte, nos valeurs, ce qu'on a dans nos bagages, et surtout la question, voilà, de manière un peu collective, de comment on va s'y prendre tous ensemble. Alors, du coup, nous aussi, on a pris un parti pris pour le coup là, dans la présentation. C'est qu'on veut, par le biais du fonctionnement qu'on a eu ensemble, vous relater finalement un petit peu la synthèse à la fois des sessions et puis de ce qu'on avait nous en tête, mais en mettant en lien finalement ce travail de groupe et l'opportunité qu'on a eue de travailler ensemble, et ce que ça a pu produire dans la façon dont on va vous le restituer aujourd'hui. Alors, on voulait surtout aussi témoigner, alors déjà remercier, non, on va rester sur celle d'avant. Pardon. Non, on voulait aussi donner à voir sur le fait que voilà, c'est l'expression un peu de notre diversité, le travail de ce groupe. Donc on voit qu'on a des positionnements qui sont assez spécifiques avec des enseignants-chercheurs, des intervenants institutionnels, ergonomes, des ergonomes internes, et puis des ergonomes plutôt IPRP comme moi. Et que du coup, ça veut dire que chacun de nous parle un peu avec des points de vue divergents. Alors c'est vrai que c'était une richesse, et on tenait à remercier Arnaud et Thierry là, d'avoir ouvert ça. C'est-à-dire que dans la construction, ce qui était très intéressant, c'est que je dirais que tout ça, c'était un espèce de rapport entre quel plaisir on a eu à travailler dans l'élaboration, dans la richesse des échanges. C'est vrai qu'on a quand même multiplié pas mal d'échanges téléphoniques qui nous ont amené à produire pas mal de contenu. Et donc finalement, on est passé d'un groupe qui commence un peu à construire des règles de fonctionnement et qui essaye, on pense, qui a essayé de s'appliquer un peu des principes de prévention à la gestion de la propre santé de ses membres. Mais qu'effectivement, il y a eu un passage qui a été un passage assez délicat pour nous, qui était le passage de la formalisation.
Donc c'est effectivement, donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que voilà, on a eu des espaces de dialogue qui nous ont construit, fait travailler, et aussi des espaces, quand il s'agit de formaliser, qui ont été source, on va dire, de peur, d'inquiétude. Et en même temps, ce qu'on retient de tout ça, c'est important, c'est que finalement, on se dit que le groupe va sûrement se poursuivre sous différentes formes, et que ça, c'est la chose qui est quand même assez essentielle. Et probablement, effectivement, au-delà de la self, pour créer de nouveaux espaces de partage. Alors, pour le coup, nous, on a suivi la prescription. C'est-à-dire que dans les consignes, il y avait voilà, de dire un peu, nous, notre perception qu'on avait sur cet axe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que globalement, les questions qu'on s'est posées, elles sont assez révélatrices de ce qui s'est joué dans les 2 jours qu'on vient de passer ensemble. Voilà, autour de quelle approche on a par le risque, par la santé. La question du temps et de la durée, voilà, des fois on est sur des temps d'intervention longs, et du coup, ben voilà, à la fois c'est compliqué pour les acteurs de suivre ça, comme on vient de le voir aussi. Et puis des fois, c'est même, on s'est dit aussi un peu l'image, c'est-à-dire que des fois, nos interlocuteurs, ils peuvent avoir un peu l'image de la montagne qui accouche d'une petite souris. Donc on s'est posé aussi ces questions-là de, voilà, qu'est-ce qu'on renvoie. S'il te plaît, mon petit loup. On s'est posé les questions, ben voilà, c'est classique, mais finalement, on voit que les questions, on a du mal à les attraper. Par exemple, l'évaluation. Alors voilà, on s'est posé des hypothèses. Est-ce que nous, en tant qu'ergonomes, on a un peu peur d'aller sur ces questions d'évaluation? Ça renvoie à l'école, ça renvoie au quantitatif. On a beaucoup échangé sur la pluridisciplinarité. Donc tous ces points, on y reviendra dans la façon dont on vous restituera ce qui s'est dit dans les sessions. En tout cas, nous, ce qui a fait un peu socle commun là, au niveau de notre collectif, c'était de se dire, tout ce qu'on se dit nous, et peut-être plus globalement dans les jours, c'est comment on les réintègre, alors soit dans la formation des ergonomes maintenant, et aussi pour les jeunes qui seront, eux, les ergonomes du monde de demain. Et il y a un thème qui a fait vraiment consensus fort dans le groupe, c'était de se dire, souvent on rentre par la prévention ou la santé, et puis on remonte sur la performance. Et nous, ce qui faisait consensus, c'était de dire on ne peut pas rester uniquement dans cette approche, mais il faut qu'on rentre par le lien santé-performance. Et voilà, ça a été une évidence pour nous et quelque chose qui nous a structuré dans notre groupe. Alors pour faire un premier regard, vous donner un peu des premiers repères sur le foisonnement des communications et des projets qui nous ont été attribués. Alors on a peut-être un peu moins que l'axe précédent, mais quand même un certain nombre. Ce qui a été pour nous riche et un constat d'étonnement, on dira peut-être pourquoi après, mais c'est qu'il y a eu vraiment une forte diversité des interventions. Donc sur leur objet, RPS, TMS, accident du travail, sur le type du coup d'intervention, avec des approches plutôt centrées sur la construction de connaissances, donc des recherches, des diagnostics plutôt à visée de transformation, et puis d'autres formes un peu plus variées, et que ça touche aussi une multitude de secteurs d'activité. Donc ça c'était pour nous assez intéressant. Et puis surtout le constat principal qu'on a fait, c'est que finalement ces communications elles étaient portées, elles étaient loin d'être portées uniquement par des ergonomes, parce qu'il y a à peu près 50% des coms qui sont portés, en tout cas pas uniquement par des ergonomes. On a eu quelques regards croisés entre ergonomes et autres champs disciplinaires, et puis des études portées par un sociologue ou expert CHSCT. Et ça c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, sur la question des projets, il y a aussi une vraie diversité. Ils étaient divers, alors du coup, tant par ce qu'ils donnaient à voir. Alors on a eu effectivement des choses autour du partage d'approches développées dans d'autres secteurs. Un retour un peu d'institutionnel à la MSA en l'occurrence. Des regards autour de la coélaboration qui empruntent à d'autres approches entre l'ergonomie et puis les facteurs humains organisationnels. Et ça a été un sujet, je pense, de beaucoup de débats à l'issue des communications sur la porosité, ergonome, pas ergonome, et sur le positionnement du point de vue du travail, comme on l'a dit tout à l'heure, comme un critère qui permet du coup de définir, d'arbitrer, mais aussi d'apprécier les impacts des organisations du travail sur la performance globale des systèmes. Et
on a trouvé aussi, quand on a suivi les différents projets, c'est que du coup, ils étaient aussi extrêmement riches dans leur forme. Et ça, on pense que c'est vraiment, a priori, un souhait des organisateurs. Et nous, on se rend compte quand même que là, il y a eu des vraies dynamiques qui ont été créées d'échanges autour de laboratoires d'idées, de symposiums sur les formes peut-être un peu plus classiques. Et puis, un projet qui nous a tout particulièrement touché, qui était basé sur le principe de l'éducation populaire, qui était des scénettes humoristiques sur la question, un sujet plutôt grave, les accidentés du travail, mais qui, par des touches d'humour, en fait, a permis je pense, de garder en mémoire la complexité et la richesse de ce qu'apporte le travail sur la question des risques professionnels. Les effets que ça a provoqué, en tout cas pour nous, c'est cette richesse et ce foisonnement là de communication et de propositions, c'est que finalement, le fait que c'est des champs disciplinaires un peu transverses qui nous interrogent, nous, ça nous interpelle du coup sur nos pratiques et nos positionnements. On verra, on rentrera un peu dans le détail après. Et je trouvais, moi, que surtout ça nous invitait, enfin, on a trouvé que ça nous invitait vraiment à l'ouverture aux autres disciplines. Sachant qu'on n'a pas parlé d'un projet, mais qui pour nous était un peu la toile de fond, mais c'est en complément de ce qu'a dit Franck avant, qui était porté par la commission RP2, sur la question effectivement des évolutions législatives et institutionnelles, qui du coup, nous, on pense, ouvre un peu des enjeux pour nous en tant qu'ergonomes, sur des questions qui sont sur comment se rendre visible et comment se positionner vis-à-vis de ces évolutions, des formes de déréglementation du droit du travail par exemple, mais aussi comme des opportunités pour décloisonner et développer de nouvelles formes de pratiques entre acteurs en santé au ou du travail, ce sera un autre sujet, avec quand même comme point d'ancrage le fait qu'il faut qu'on reste assez, je pense, vigilant et modeste, avec comme clé d'entrée le fait que ce qui nous paraît important, c'est peut-être de s'effacer derrière le point de vue du travail et de rétablir en fait un débat qui serait centré sur le travail, davantage que sur l'apport de l'ergonome. On va aller au comptoir. Le parti pris qu'on a choisi pour maintenant, c'était de se dire que tant qu'on est dans l'échange, voilà, sous forme on est au bar, on boit un coup, les questions elles circulent, on arrive très bien à échanger, à élaborer. Et par contre là sur la phase d'accouchement, on a eu des difficultés. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'en fait, on a voulu, alors non pas rendre compte de tout ce qui s'est dit dans les communications, mais on a essayé de s'appuyer un petit peu sur plusieurs points, donc à la fois bien sûr les communications, les projets, les échanges qu'on a eus entre nous au sein du groupe, les échanges qu'on a eus à l'extérieur, avec tout le monde, avec vous autres, voilà, même mercredi dans la nuit, on a été assez actifs là-dessus. Et de là, nous, on s'est interrogé aussi sur comment on peut rendre compte de tout ça. Donc justement, on n'est pas parti sur un modèle un petit peu analytique ou voire une représentation stratégique comme on l'a avec le schéma des 5 carrés. On a essayé plutôt de travailler sur autre chose, voilà, là, un peu sous forme de carte mentale. Et donc là, l'idée, c'est dans cette carte, on voit que les sujets qui ressortent, voilà, il y a l'aspect du contexte, l'évolution du monde, et que du coup, à la fois ce monde, cette évolution, elle nous impacte, mais il faut aussi qu'on puisse s'adapter avec voilà, la métaphore que le monde il va avancer, et si on reste sur le quai, à un moment donné, on peut être aussi tout seul. On va aborder aussi voilà, un peu la question autour de la porte d'entrée par la santé, nécessaire, mais est-ce que ça suffit? Et du coup, si ça ne suffit pas, ça nous appelle à aller vers d'autres acteurs, d'autres parties prenantes, d'autres personnes qui détiennent d'autres leviers, d'autres manettes. Tout ça, on garde bien sûr une visée de transformation derrière. Comment on peut agir, quelles sont nos ressources, et puis derrière, bien entendu, la question de la pluridisciplinarité qui s'est posée fortement. Alors par rapport à ça, on ne va pas développer chaque carré, justement. L'idée, ce qu'on a plutôt voulu vous montrer et discuter avec vous, c'est plutôt finalement les flèches, c'est-à-dire la mise en lien de tout ça. Et là encore, alors on a fait un choix, on ne va pas l'aborder voilà, de manière exhaustive, mais on va plutôt essayer de faire tourner un petit peu tout ça pour que, à la fois, vous voyez comment nous, au niveau du groupe, on a travaillé les liens qu'on a tirés, et en même temps, les liens, est-ce qu'ils font écho
avec le sujet du congrès. Alors, pour commencer, on va s'appuyer aussi sur un petit peu nos pratiques. En tout cas, le premier constat, c'était de dire, je ne sais pas si vous en souvenez, on a dit, voilà, nous, au sein de notre groupe, l'évidence, c'était on ne peut pas séparer santé-performance. Il faut travailler sur ce lien-là. Et par contre, ça, dans les communications, c'est quelque chose qui n'est pas forcément apparu. C'est-à-dire que l'enjeu de la performance, il apparaît, mais de manière un peu sous-jacente. Et nous, du coup, on a été surpris que ce ne soit pas directement abordé de manière un peu plus frontale. Donc, je ne sais pas, Luc, toi, par rapport à ça, est-ce que ça fait écho à ta pratique? Effectivement, pour te répondre, du coup, Franck, on s'est enrichis les uns les autres de l'échange de nos pratiques en tant qu'intervenants. Donc, du coup, je vais me prêter au jeu, du coup, avec vous, de vous parler de l'évolution de mes pratiques ces dernières années en lien avec le sujet de la prévention, mais aussi ce lien avec santé et performance, prévention et performance, suivant les contextes tournés. Voilà. Donc, c'est un retour d'expérience que je vous partage, donc il n'a que ce statut-là. C'est un peu l'histoire sur ma prise de position, hein, pour faire écho avec François nous a proposé tout à l'heure comment on prend position. Donc, avec du recul, c'est une prise de position qui s'est faite dans le temps. Donc, mon histoire, je suis préventeur ergonome institutionnel, donc à la CARSAT. Donc, la CARSAT fait partie du réseau prévention assurance sociale des entreprises. Ce réseau, il est reconnu pour un rôle d'assureur plutôt prescripteur, qui décline des programmes de prévention nationaux qui visent à faire bouger les entreprises qui cognent, entre guillemets, qui abîment, sous-entendu, qui abîment, voilà, donc TMS, risques chimiques, enfin voilà, on va retrouver tous les risques prioritaires qui questionnent nos entreprises et la société globalement. En 2019, aujourd'hui, je suis identifié comme un ergonome atypique. Du coup, pourquoi? Premièrement, toutes les actions de prévention que je porte ne sont pas des approches par le risque, alors que la maison qui m'héberge rentre par là, mais des approches par la performance, qu'on appelle santé et performance ou prévention et performance. Et deuxième chose, un ergonome en général dans nos organisations, il réalise des études ergo en lien avec des démarches de prévention sur les risques qu'on souhaite faire avancer. Moi, j'en réalise peu aujourd'hui, en 2019, mais je me retrouve à piloter opérationnellement des programmes prévention et performance au niveau national, régional, en lien avec le Lean, en lien avec l'industrie du futur, au niveau de branches pro, BTP, agro, aide à domicile, EHPAD, supply chain, déchets. Donc en fait, je ne suis pas tout à fait dans le cadre de ma maison, mais j'estime que c'est une prise de position métier de mon métier. Voilà. Donc je vais la décrire un peu. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2019, je me retrouve... Donc quelle transformation s'est passée du coup sur mon métier qui s'est transformé au fil du temps? Le déclic a été en 2005. Donc vous voyez, on remonte dans le temps. À ce moment-là, on était sur les TMS, hein, j'étais sur des actions collectives avec des entreprises pour essayer par des formations-actions d'emmener des acteurs d'entreprise, notamment des préventeurs, plutôt des acteurs sociaux, un peu méthodes, pour essayer de les monter en compétences avec la discipline ergo en ressources, pour essayer de les rendre capables de transformer les situations de travail dans leurs entreprises. Une action collective de 3 ans, plutôt à l'époque centrée sur le biomécanique, principalement. Et le bilan, à la fin, les participants sont très satisfaits, les organisateurs sont satisfaits, et pourtant, les transformations et la portée des transformations est quasi nulle. Je suis dur en disant ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Je prends un retour d'expérience d'une entreprise qui a participé, une boulangerie industrielle. Du coup, ils ont participé. Le binôme qui a travaillé a agi, bien appliqué les méthodes, les outils, monté en compétences. Mais à la fin, pendant le temps de l'action, les organisateurs de cette même entreprise qui était sur du Lean, de la transformation des postes de travail, ont chamboulé 100 postes pendant que nous, on agissait sur 1. Donc la vague de l'organisation a emporté
je dirais, les efforts de prévention. Donc je suis rentré, j'étais un peu en colère, et je me suis re-questionné sur l'utilité de l'ergonomie, si c'est pour avoir tant d'énergie déployée pour si peu d'efficacité. Ça m'a questionné fortement. Donc j'ai décidé à partir de ce jour-là, les études le montraient depuis de nombreuses années, que les questions organisationnelles, managériales étaient les principaux déterminants des TMS. Et on ne les emmenait pas dans nos actions. Donc j'ai fait du lien entre ce que les études montraient et cet échec, en fait, ce que j'ai vécu comme un échec. Et j'ai dit je change. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de changer de cible. Et je travaille du coup avec les acteurs qui ont des marges de manœuvre pour améliorer la performance. Et du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont les marges de manœuvre pour améliorer la prévention. Parce que ce sont les mêmes leviers qu'on actionne pour embarquer la performance que pour embarquer la prévention. Donc du coup, direction, organisateur, lean, manager, enfin voilà, donc tous ces acteurs-là. Les acteurs relais aussi de déploiement de la performance vers des branches d'activité. Je vais vite, donc du coup, qu'est-ce que je retiens? Donc il s'est passé entre 2005 et aujourd'hui 2019, plus de 10 ans d'expérimentation, plus ou moins réussie, avec des entreprises toujours. Et qu'est-ce qu'on a partagé ensemble, du coup, qu'on retient comme axe fort, du coup, de cette expérience, qui résonne fortement avec ce qui a été présenté sur l'axe 2 tout à l'heure. Donc, première, on en a retenu 5 ensemble. Le premier, c'est l'approche par la performance est complémentaire d'une approche par le risque. Ça ne s'oppose pas. Il n'y en a pas une qui domine l'autre, qui la remplace. C'est complémentaire. Les deux visent l'amélioration des conditions de réalisation du travail pour plus de performance et de santé, puisqu'on sait que c'est dans le travail que se niche la construction de la santé et de la performance et de l'efficacité. L'approche, deuxième idée, l'approche prévention et performance mobilise plus facilement, ça a été dit aussi tout à l'heure, car elle est perçue positivement dans l'organisation. Donc là, on peut se référer aux travaux de la communauté des ergonomes, mais on peut aussi se référer aux travaux de l'autre communauté dans l'autre camp, de la performance, entre guillemets. Mathieu Deschessard, par exemple, en lien avec le management, qui parle de face nord et face sud. Face nord, j'approche le risque, par le risque. Face sud, j'approche par le développement de l'organisation, je le dis un petit peu en raccourci, voilà. Ou Pierre-Yves Gomez, en lien avec le travail invisible, en lien avec qualité empêchée d'Yves Clos. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, l'approche prévention et performance, c'est le nom qu'on donne, elle est propice pour agir sur certains déterminants sur lesquels on accède plus difficilement par l'approche risque, où c'est plus long. Donc des déterminants internes à l'entreprise, à l'organisation, donc on va aller chercher le management, la stratégie, le pilotage, l'amélioration de la perf, plus facilement par une approche prévention et performance, alors qu'avec une approche risque, des fois, c'est laborieux. Voilà. Et puis on peut aller chercher des déterminants externes à l'organisation, à l'entreprise, qui sont les liens branche-pro, les politiques, les financements, la relation donneur d'ordre, preneur d'ordre. Et donc, par exemple, juste un exemple sur les EHPAD, on a une action collective où on a mis l'ARS, qui est le donneur d'ordre financier et politique, pour bouger les lignes à ce niveau-là. Voilà. Donc, quatrième idée, l'approche PEP a pour cible stratégique les acteurs en charge de performance. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus tourné que vers les CHSCT ou les préventeurs ou les RH. On change de cible. Et puis enfin, le paradigme, entre guillemets, qu'on essaye d'emmener, mais il va peut-être bouger, il est en discussion. L'idée, c'est on vise la performance globale. La santé en est une composante, c'est-à-dire la santé des collaborateurs est une sortie d'une performance globale revisitée. CF, tout ce qui s'est dit sur développement durable tout à l'heure. Et puis, la deuxième point clé, c'est la centralité du travail humain. C'est-à-dire que c'est les humains qui composent une organisation, qui sont en relation, et on vise une performance globale. Voilà. Donc, en résumé, en gros, mon propos, il a pour dire que pour aider à ce que l'ergonomie contribue à changer le monde, on peut revisiter notre stratégie d'action en tant qu'ergonome. Bien sûr, c'est toujours intéressant. Et tu faisais allusion à la formation à Bordeaux, où on est beaucoup axé sur la conduite de projets architecturaux.
Et du coup, c'est toujours intéressant d'être assistance à maîtrise d'ouvrage, d'avoir une position où il y a des marges de manœuvre, et du coup, on est dans le changement, on l'accompagne. Mais en même temps, c'est pas toujours possible. Et voilà. Moi, ça fait quoi ma pratique aussi, où j'étais préventeur dans une institution, et on ne peut pas être tout le temps positionné comme ça sur ce champ santé-performance. Je sais pas toi, Thierry. Bah oui, ça fait écho pour le coup, moi, à la fin de ma pratique, et puis à la petite bulle là sur quelles sont nos ressources. Pas d'opposition entre CARSAT et les autres intervenants, on est un collectif. Mais effectivement, la question qui se pose, c'est de se dire qu'on le voit à travers un certain nombre de coms et à travers la pluralité des positionnements dans les coms sur cet axe, on pourrait considérer qu'il y a une forme que c'est une faiblesse d'avoir un positionnement sur des demandes qui seraient plus micro. Hein, si je prends par exemple ma pratique d'intervenant en santé au travail, avec des clés d'entrée qui seraient des clés d'entrée très individuelles, de type santé au travail, donc une approche très individuelle de la problématique des risques. Mais finalement, est-ce que par des approches par petits pas, la question ne serait pas de dire qu'on peut transformer, en transformant un poste, une situation de travail, ça nous permet aussi d'apprécier, d'évaluer les résultats de ces petites interventions comme une opportunité pour convaincre en fait les différents acteurs internes, directeurs, responsables de production par exemple, et de positionner comme enjeu sur des démarches, même si on ne dispose pas des ressources soit institutionnelles, soit numériques, de positionner comme enjeu le fait de gagner la confiance de nos interlocuteurs en démontrant et en tenant compte le point de vue du travail, qui serait pour nous un incontournable, quoi. Du coup, la question se pose de se dire que il serait intéressant de toucher les représentations, de donner à voir sur les apports multiples que peut avoir l'ergo sur le travail, pour que progressivement, par une espèce de technique de pied dans la porte, on puisse porter des enjeux progressivement plus stratégiques. Donc ça demande effectivement peut-être de revoir les objectifs et les finalités de nos interventions, ou sur des interventions qui pourraient être considérées comme des interventions mineures, de proximité, où on faisait écho d'une intervention apportée par un service de santé, comme le disait aussi Luc, où parfois la portée elle paraît minime parce qu'on n'arrive pas à toucher. Mais finalement, on considère là que la question qui se pose, c'est la question d'une légitimité, et peut-être d'accepter le fait que les démarches en ergonomie sur la question de l'appréhension des risques, elles sont protéiformes en tout cas, et que du coup tout ne se joue pas dans la transformation technique immédiate du travail. Peut-être d'accepter la question du temps long, qui va du coup toucher aux représentations de nos interlocuteurs. Ça pose d'autres questions pour nous, le fait peut-être de réaffirmer ou de reconnaître la force finalement de ces différents types de positionnement. Est-ce que finalement travailler à proximité quand on n'est pas un institutionnel, qu'on travaille auprès de petites entreprises, ça ne permet pas finalement de faciliter, d'assurer un suivi sur la construction de la mise en œuvre de ces solutions, et du coup de revoir un peu les critères d'évaluation et les sorties liées à nos interventions. L'objectif étant du coup, ce que je disais, finalement la proximité nous permet d'entrer en relation peut-être plus facilement que dans d'autres contextes avec nos interlocuteurs, et de créer finalement de nouvelles dynamiques un peu collaboratives en portant le point de vue du travail. Donc toutes les coms qu'on a vues là, on ne se pose pas la question de savoir si le point de vue de l'activité, que cette dimension elle est portée, ça c'est un fait. Par contre la question c'est comment on fait quand on est porteur d'enjeux extrêmement variés et de positionnements qui sont complexes. Ouais, du coup on voit bien que poindre un peu la question des différents positionnements. Après nous on voulait remettre ça justement un peu dans le collectif en se disant que il n'y avait peut-être pas de hiérarchie aussi à avoir ou à imaginer entre des positionnements plus micro, plus macro ou politiques, mais c'est peut-être de se dire que collectivement, si chacun d'entre nous, à son niveau, peut intervenir et faire changer un petit bout de la question, et en collaborant ensemble, on peut du coup peut-être avoir une action un peu plus générale. C'est ce qui ressort aussi un petit peu des communications en fait, et c'est comment du coup on replace le point de vue du travail qui nous réunit dans ces différents positionnements. Toi, Luc, il y avait des communications autour de ça. Ouais. Je vais vous faire un retour, un écho sur 2 communications présentées hier, du coup en lien avec le monde agricole, donc les viticulteurs bordelais et les pomiculteurs québécois, confrontés aux risques pesticides. Donc du coup, il est clair que les pesticides, c'est un enjeu de société alimentaire,
santé publique, environnement, santé au travail, ainsi de suite. Donc en quoi l'approche du travail, la question du travail peut aider à améliorer les conditions de réalisation du travail, mais aussi à répondre à un enjeu de changer le monde. Donc du coup, éclairé par les coms et les échanges, on a retenu 5 pistes. Donc comme évoqué hier avec Alain Garrigou, du coup, un des points clés, c'est des espaces d'échange décloisonnés et circulants, du coup, qui font circuler. Décloisonnés, ça veut dire que les acteurs ne sont pas forcément que des acteurs opérationnels, ça peut être des opérationnels, plus des concepteurs, plus des distributeurs, plus des acteurs de branche, plus des acteurs d'autres. Et du coup, comment on va faire circuler du coup ce décloisonnement et faire circuler en transversal et en vertical pour permettre que le travail ces espaces deviennent des espaces du coup d'action, hein, pour reprendre les propos de Damien tout à l'heure. Deuxièmement, du coup, proposer de débattre sur ce qui fait tension dans le travail, puisque c'est le travail qui est au centre, ce qui entrave la performance, ce qui fait contrainte, ce qui est pénible. Troisième idée, produire et partager au sein de ces collectifs. Donc en fait, les productions du coup d'analyse de l'activité sont des pépites en fait. Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc dans ces espaces revisités, on peut amener la question du travail et qui va pouvoir mettre en visibilité les différents regards sur le travail et permettre à ces acteurs du coup de passer à une phase d'action, d'apprentissage, de débat, d'arbitrage, d'expérimentation ensemble. Et un point particulier, c'est d'insister sur le soin de la qualité de leur relation au sein de ces espaces, en fait. Parce que si la qualité relationnelle n'y est pas, le débat ne va pas vraiment produire. Voilà, donc ça renvoie à des éléments de participation qu'on a vus tout à l'heure. Et enfin, en tant qu'ergonome, du coup, notre travail change parce que quand on va accompagner des collectifs comme cela, on va avoir, c'est vraiment la partie construction sociale de l'ergonomie qui va se révéler. Et c'est-à-dire qu'on permette aux collectifs de travail de fonctionner. Comment créer les conditions? Donc ça rejoint beaucoup de choses qui ont été évoquées ici. Voilà, donc voilà des points clés sur comment embarquer le travail dans ces approches. Alors, on voit bien qu'on pourrait continuer cette discussion de comptoir un peu indéfiniment. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, on a quelque chose d'un peu plus formalisé à vous pour la suite. Merci. Là, en tout cas, on voulait quand même en dégager quelques perspectives ou pistes ou... C'est un sujet ancien, c'est une thématique ancienne en ergonomie, la prévention des risques, et quelque part ce qu'on s'est dit pendant les échanges, ce qui se dit aussi pendant les sessions. En tout cas, on peut le retrouver dans d'autres textes. Je pense au texte de Simon Bouisset qui est paru en 2013 sur l'ergonomie et la prévention, et en fait, on retrouve quasiment les mêmes préoccupations. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer à s'y intéresser, parce que y a des choses qui sont importantes et qui nous portent encore. Je veux bien. Alors, on a choisi pour les perspectives de les séparer en deux grandes bulles. Quelque part, une bulle un peu centrée sur nous, donc ergonomie et ergonome, on va rejoindre différents points qui ont déjà été évoqués dans les présentations précédentes. Et ensuite, une deuxième grande bulle qui sera le monde de la prévention et le monde de la prévention, donc pour faire le lien, parce qu'on est aussi indissociablement liés à ces acteurs et à l'extérieur. Alors, très rapidement, vu que ça a déjà été évoqué dans les autres aussi axes et sous-axes, quand on parle de prévention, ce qui est ressorti, c'est que quelque part, là, on avait, dans les coms notamment, plein de petites communications, plein de cas concrets. Et les questions que se posaient les acteurs et ce que posent mes collègues aussi, c'est maintenant qu'on a fait ça localement, comment on fait pour remonter ça de manière plus formalisée, quelle force de frappe on peut avoir. Ce sont déjà des pistes de réflexion qu'on a, mais je pense qu'il faut qu'on continue à les creuser, on le pense tous. C'est continuer à développer les espaces d'échange pour capitaliser, et justement, quand je parle de force de frappe, c'est être force de proposition et de transformation. Donc, quelle force de lobbying on a aussi pour ne pas rester au niveau local, en fait, et comment on peut penser ces espaces d'échange. On s'est aussi posé également la question de est-ce qu'on appartient à une communauté ou à des communautés, et est-ce que de toute façon il est important de répondre de manière formelle et claire à cette question. On a des ergonomes qui travaillent sur différentes thématiques en prévention des risques de différentes façons. On a des ergonomes qui me disent en fait je suis pas sûre de faire de la belle ergonomie parce que je fais de l'étude de poste, ou alors là ce que j'ai fait c'est peut-être pas ce qu'on attend de moi par rapport au modèle, ce que disaient nos collègues préalablement par rapport au modèle de l'analyse de l'activité. Est-ce qu'il est important de penser ces actions ponctuelles, ou est-ce qu'il est important de penser notre action collective et de se dire on fait aussi avec les moyens du bord, on a une politique de petits pas comme vous le disiez,
Et on a aussi des compromis qui sont à prendre en considération, et peut-être que ce qui est le plus essentiel, en fait, c'est de nous organiser pour nous soutenir et de développer chacun à notre niveau nos pratiques possibles et de développer ensuite globalement une pratique globale, en fait. Donc peut-être qu'on peut plutôt considérer qu'on a des différences heureuses de pratique et non pas des différences malheureuses parce qu'elles nous permettent de nous enrichir. On a bien évidemment des questions habituelles sur la pratique et la recherche et les liens entre les deux. On fait des recherches, et vous parliez préalablement des modèles d'analyse de l'activité, on a certainement encore de nouveaux modèles à construire. Donc nous, en tant que chercheurs, on a encore des choses à faire, mais j'interpelle aussi les praticiens. Si vous voulez qu'on vous aide à travailler sur la pratique, il faut aussi qu'on puisse travailler avec vous. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, mais travaillez aussi sur votre pratique. Ce qui va dire par contre qu'il faut se ménager et nous ménager des espaces extrêmement protégés, parce que c'est exposant de parler de ces éléments-là. Et enfin, un dernier point pour les ergonomes qui a été évoqué aussi préalablement, penser la formation et l'après-formation. On se posait la question, la construction technique, le diagnostic, on l'apprend bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais la construction sociale, on l'apprend aussi, mais est-ce qu'il est possible de tout apprendre? Est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à l'accompagnement des ergots quand ils sont entrés sur le terrain? Est-ce que le monde n'est peut-être pas devenu trop complexe et qu'il y a peut-être des choses à penser par la suite pour pouvoir continuer à développer notre pratique? Merci. Et sur le grand point du monde de la prévention et du monde de la prévention, alors des éléments qui sont également très connus. On a entendu dans les communications, c'est important de comprendre les acteurs du monde qui nous entoure, qu'ils soient en lien direct avec la prévention ou en lien indirect, les managers, les cadres par exemple, mais également les politiques et les décisionnaires. Donc ça, c'est de comprendre un petit peu ce qu'ils sont, comment ils sont, mais il est surtout très important de comprendre comment le multicouche s'élabore et comment nous, on arrive à travailler avec eux. Donc pas travailler uniquement sur ces objets-là, mais sur notre relation à ces objets-là, et continuer à développer nos connaissances sur ces points. L'une des clés d'entrée qui est déjà très ancienne et qui a été développée aussi par certains collègues, c'est bien aussi qu'on soit présent dans leur lieu de formation dès le départ pour discuter avec eux. Alors, des collègues préalablement ont toujours dit avec humilité, hein, qu'on n'est pas des sachants, on est là et on dialogue. Et la question qui a été aussi proposée, ou l'une des pistes, c'était est-ce qu'on n'a pas aussi à être dans les instances de décision? Alors, dans les organisations et en dehors des organisations, on parlait tout à l'heure du fait de capitaliser des cas, donc jusqu'à quel point on peut remonter après dans les fédérations et faire du lobbying. Et après, dans les organisations, certains ergonomes sont intervenus en disant qu'ils appartenaient directement à des comités directeurs au sein des entreprises. Et là, est-ce qu'on est encore dans du diagnostic et de l'activité d'ergonome classique, ou est-ce qu'on est plutôt dans du stratégique au sein même de l'organisation? Est-ce que ce sont des pistes qui sont à creuser? Je l'ai fait rapide. Voilà. Merci. Merci.